people being quite remarkable and wonderful people in the National Health Service and all the other key workers who kept everything going. Ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, ce n'était pas tant le contenu de la découverte elle-même, mais la banalité de son point de départ. Les grandes dissensions au sein des familles influentes éclatent rarement par une annonce fracassante. Elles commencent souvent par des formalités routinières. Un dossier rouvert, une signature manquante, une annexe reportée faute de temps. C'est exactement ainsi que je l'avais imaginé, un examen juridique censé conclure et non soulever des questions. Et pourtant, c'est précisément là, dans ce flou administratif, que tout a basculé. Mon attention s'est attardée sur l'idée que ce n'était pas une décision nouvelle, mais une ancienne trop longtemps passée inaperçue. Une clause cachée n'est pas une erreur, c'est le fruit d'un acte conscient, soigneusement intégré au langage juridique destiné à perdurer une fois les émotions apaisées. Cette prise de conscience a immédiatement conféré à cette histoire une gravité différente. Il ne s'agissait pas d'une impulsion, ni d'une réaction aux événements récents, mais d'un message du passé qui ne trouvait son destinataire qu'à présent. Alors que je tentais de comprendre cela, une pensée troublante m'a frappé. Combien de fois faisons-nous confiance à autrui pour que les questions importantes soient réglées simplement parce que nous supposons qu'il s'en est chargé? Dans les familles où le pouvoir, l'argent et l'histoire se conjuguent, cette confiance devient une habitude dangereuse. On se fie à la discrétion, à la loyauté, à l'idée que ce qui est établi est compris. Or, établir et comprendre ne sont pas synonymes. Et c'est précisément dans cette différence que naît la possibilité de surprise que plus personne ne peut maîtriser. Ce qui m'a tant choqué dans cette découverte, c'est le moment. Pas en pleine crise, pas sous la pression publique, mais à un moment où l'on pensait pouvoir se projeter dans l'avenir. Ce qui rend l'impact d'autant plus fort, c'est l'inattendu. J'imagine la prise de conscience s'installer lentement. Ce document ne se contente pas de modifier une répartition financière, il rouvre des dossiers émotionnels jamais vraiment clos. Le passé ressurgit non pas avec des souvenirs, mais avec des conséquences juridiques. Je n'arrêtais pas de m'interroger sur l'intention derrière une telle clause. On ne cache pas des conditions sans raison. On le fait quand on sait qu'à ce moment précis, la transparence serait plus dommageable que le silence. Cela révèle une vision à long terme, la conscience qu'un jour ces mots seront nécessaires, mais que ce jour ne coïncidera pas avec le moment de leur rédaction. En ce sens, cette découverte m'a semblé être une intervention tardive, savamment orchestrée par quelqu'un qui comprenait les interactions entre pouvoir et émotions. Ce qui m'a également frappé, c'est la vulnérabilité des plus hautes fonctions face aux documents. Le pouvoir semble souvent abstrait, mais il est en fin de compte inscrit dans les textes, signatures, clauses annexes. L'idée qu'un simple paragraphe ignoré pendant des années puisse désormais bouleverser les relations familiales et la perception du public m'a fait prendre conscience de la fragilité de l'autorité lorsqu'elle se heurte à des intentions établies. Je me suis demandé ce que la personne qui a fait cette découverte a dû ressentir, non pas comme un triomphe, mais comme un fardeau. Le savoir n'est pas toujours libérateur, parfois il est étouffant, surtout lorsqu'il nous contraint à agir d'une manière que personne n'appréciera. Une clause cachée ne laisse aucune place à l'interprétation sans conséquence. On ne peut l'ignorer. On ne peut que l'ignorer ou la reconnaître et les deux choix ont un prix. Ce qui rendait tout cela si humain, c'était la prise de conscience que cette découverte n'épargnait personne. Ni ceux qui l'avaient rédigée, ni ceux qui la lisent aujourd'hui, et certainement pas ceux qui en subissaient les conséquences. Il est facile de considérer les legs comme de simples répartitions figées de richesses, mais en réalité, ce sont des documents moraux. Ils reflètent des peurs, des espoirs et des limites. Ils expriment non seulement ce que l'on possédait, mais aussi ce que l'on craignait ou ce que l'on voulait éviter. Je me suis demandé si ce moment était inévitable. Y avait-il un point où cette clause aurait toujours fini par être révélée quelles que soient les circonstances, ou aurait-elle pu rester cachée à jamais si la situation avait été différente? Ces questions restent sans réponse, mais elles montrent bien que le hasard et le contexte jouaient un rôle plus important dans l'histoire qu'on ne veut bien l'admettre. En réfléchissant à tout cela, une chose m'est apparue de plus en plus clairement, cette histoire ne commencerait pas par un conflit, mais par une prise de responsabilité. La responsabilité de reconnaître que le passé a encore des répercussions, même lorsqu'on le croit clos. Et cette reconnaissance est rarement confortable. Elle nous oblige à faire des choix guidés, non par l'émotion, mais par le devoir, par la question de ce qui est juste et non par la facilité. Ce premier instant m'a donné l'impression d'ouvrir une porte que chacun espérait ne jamais voir s'ouvrir. Non pas qu'elle recèle quelque chose de maléfique, mais parce que ce qui se trouvait derrière allait inévitablement bouleverser le regard que les gens portaient les uns sur les autres. Et une fois ce moment arrivé, il n'y a plus de retour en arrière. La découverte était faite, les mots avaient été lus. Et dès lors, le silence n'était plus une option. La question qui n'a cessé de me préoccuper ici et qui influencera tout ce qui suit est la suivante. Lorsqu'une voix du passé se fait entendre sur le papier, qui a le droit de décider du volume sonore que cette voix peut atteindre dans le présent ?
Une fois le choc initial passé, le vrai travail a commencé, comprendre la portée de cette clause cachée et pourquoi ces mots étaient si sensibles. Les textes juridiques sont rarement dépourvus de subtilité. Leur force réside dans la précision. Une simple condition, une simple formulation peut faire basculer la certitude vers l'incertitude. Ce qui m'a frappé, c'est que cette clause ne concernait pas la punition, mais les conditions. Non pas la confiscation, mais le comportement. Cela a à lui seul bouleversé ma compréhension de la situation. J'ai constaté que le texte était soigneusement construit comme s'il visait à envisager simultanément plusieurs avenirs. Non pas un simple oui ou non, mais une série de scénarios où les droits dépendaient des choix. Ce n'est pas un hasard. Cela révèle une personne qui comprenait que l'histoire familiale se déroule rarement de façon linéaire. Que les gens changent, prennent leur distance puis reviennent. La clause semblait anticiper ces mouvements sans les nommer. Cela lui conférait une grande force juridique, mais la rendait émotionnellement explosive. Ce qui m'a particulièrement préoccupé, c'est la dimension morale de ces conditions. Elle touchait à la loyauté, au lien social, à la responsabilité envers quelque chose de plus grand que l'individu. Non pas explicitement, mais implicitement. Et c'est précisément cette nature implicite qui rend ces clauses si difficiles à accepter. Elles obligent celui qui les reçoit à s'examiner non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan éthique. La question n'est alors plus qu'ai-je légalement gagné, mais suis-je à la hauteur de l'image que ces conditions sous-tendent? Mes pensées se sont portées sur la tension entre autonomie et héritage. Un héritage n'est jamais qu'une simple possession, c'est aussi une invitation à faire partie d'une histoire. En posant des conditions, cette invitation n'est pas retirée mais conditionnée. On peut y voir une forme de bienveillance mais aussi de contrôle. Et c'est précisément dans cette ambiguïté que réside la controverse. Car qui décide à quel moment la bienveillance devient ingérence? En tentant d'expliquer cela, il est apparu clairement que cette clause n'avait pas pour but de susciter un débat public mais de fournir une orientation interne. Elle s'adressait à une seule personne mais prenait en compte son impact sur un grand nombre. C'est typique des documents rédigés par quelqu'un conscient de sa portée symbolique. Chaque phrase a du poids, non seulement parce qu'elle est juridiquement contraignante, mais aussi parce qu'elle sert de boussole morale. Je me suis demandé ce que l'on ressent en découvrant que son avenir est codéterminé par quelqu'un qu'on ne peut plus remettre en question. Aucune explication n'est possible, aucun dialogue n'est envisageable. Le texte reste figé, insensible au contexte comme à l'intention. C'est ce qui le rend puissant mais aussi cruel. Car l'interprétation devient alors un champ de bataille. Chacun y projette ses craintes ou ses espoirs. Et plus la distance entre l'auteur et le lecteur est grande, plus le fossé d'interprétation se creuse. Ce qui rendait ces conditions particulièrement délicates, c'était leur apparition dans la vie des personnes concernées. Elles sont devenues pertinentes à un moment de distance et non de proximité. Cela soulève inévitablement la question de savoir si elles étaient conçues comme un pont ou une barrière. Une invitation à la remise en question ou une protection contre un éloignement accru. Peut-être les deux. Les personnes visionnaires intègrent souvent l'ambiguïté pour préserver leur flexibilité. Mais l'ambiguïté est rarement réconfortante pour ceux qui doivent vivre avec. J'ai également pris en compte les implications plus larges. Lorsqu'un héritage impose des conditions qui influent sur les comportements et les positions, il s'intègre au récit institutionnel. Il ne s'agit alors plus d'une affaire privée mais d'un précédent. Dès lors, chaque décision relative à son application devient délicate. Ce qui s'applique à une personne aujourd'hui pourrait devenir la norme pour les autres demain. Cette prise de conscience a dû peser lourdement sur tous ceux qui ont dû interpréter cette clause aujourd'hui. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le silence du texte. Aucun jugement, aucune émotion, seulement des conditions. C'est ce qui la rend implacable, elle ne crie pas, elle murmure. Et ce murmure peut résonner plus fort que n'importe quelle déclaration publique. Il force à la réflexion sans guide, à des choix sans repère. En ce sens, cette clause ressemblait moins à une punition qu'à une épreuve. J'ai commencé à comprendre pourquoi ce document était resté si longtemps ignoré. Non pas qu'il fût sans importance, mais parce qu'il était trop provocateur. Il soulève des questions que personne n'ose poser tant que la situation est instable. Ce n'est que lorsque le recul s'est installé et lorsque des choix ont déjà été faits que le texte prend tout son sens. Ce n'est qu'alors que l'on comprend véritablement à quel point les conditions sont visionnaires ou au contraire strictes. En terminant ce chapitre, une tension centrale me taraudait. Un héritage peut-il donner un sens à la vie sans porter atteinte à la liberté? Ou bien toute condition n'est-elle en fin de compte qu'une forme de contrôle posthume? La réponse n'est pas juridique, mais humaine. Et c'est précisément ce qui rend la phase suivante inévitablement conflictuelle. La question qui m'amène à ce qui suit est simple mais lourde de sens lorsqu'un héritage détermine ce que vous pouvez devenir. Est-ce une préoccupation pour l'avenir ou une tentative désespérée de s'accrocher au passé? En réfléchissant plus profondément aux origines de cette clause, je n'ai pu la dissocier de la personne qui l'avait rédigée. Il ne s'agissait pas d'un exercice juridique, mais d'un ultime acte de maîtrise.
Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'idée qu'une personne à la fin de sa vie ait anticipé des scénarios qu'elle espérait ne jamais avoir à confirmer. Cela exige une lucidité particulière. Cela signifie reconnaître que l'amour et le conflit peuvent coexister et que la protection n'est parfois possible qu'en imposant des conditions douloureuses. J'ai commencé à comprendre que cette clause n'était pas née d'une simple méfiance, mais plutôt d'une tentative d'instaurer un ordre dans un avenir de plus en plus imprévisible. Ceux qui occupent des postes à responsabilité savent que les relations évoluent et que la loyauté est mise à rude épreuve lorsque les choix personnels se heurtent aux attentes de l'institution. En posant des conditions, ils ont cherché à canaliser ce conflit non pas pour l'empêcher, mais pour en limiter les conséquences. Ce qui m'a frappé, c'est le soin apporté à la recherche d'un juste équilibre entre rigueur et ouverture. La clause n'excluait rien de façon définitive, mais imposait des conditions qui exigeaient du temps et de la réflexion. Cela suggère non pas une volonté de parvenir à un accord, mais une invitation à la réévaluation. Comme pour dire la porte n'est pas fermée, mais elle ne s'ouvrira pas d'elle-même. Cette nuance est importante car elle rend le document plus humain qu'il n'y paraît au premier abord. Je me suis demandé dans quelle mesure cette approche envoyait aussi un message à ceux qui restaient. Un signal que le pouvoir n'est pas une option même au sein de la famille, que le lien implique des responsabilités et que la distance a des conséquences. Dans un monde où les privilèges sont souvent considérés comme acquis, cette clause sonnait comme une correction discrète. Pas assez bruyante pour provoquer un conflit au moment de sa rédaction, mais suffisamment puissante pour guider les décisions par la suite. Parallèlement, je ne pouvais ignorer le poids émotionnel d'une telle décision. Établir des conditions implique aussi d'accepter qu'elles devront un jour être mises en œuvre. Cela exige une certaine force de caractère, ou du moins la volonté de transmettre un certain inconfort à la génération suivante. C'est une forme de leadership rarement reconnue car elle ne se révèle que lorsque celui qui l'a instaurée n'est plus là pour la défendre. Ce qui rendait la situation particulièrement complexe à mes yeux, c'était l'idée que cette clause protégeait également l'institution elle-même. En liant les comportements au droit, une distinction était établie entre autonomie individuelle et représentation symbolique. Ce n'est pas un mince pas. Cela implique que tous les choix ne sont pas compatibles avec tous les rôles, et que les rôles historiquement ancrés ont leurs propres règles, qu'on les juge justes ou non. Je n'arrêtais pas de me demander comment ce document serait perçu par les différentes générations. Pour certains comme une sage prévoyance, pour d'autres comme un instrument de contrôle oppressif. Les deux interprétations sont possibles et peut-être même vraies simultanément. C'est là toute la complexité des héritages. Ils transmettent non seulement des biens matériels, mais aussi une interprétation. Et l'interprétation dépend du contexte, de la distance et de l'état émotionnel. À ce stade, j'ai aussi commencé à comprendre à quel point une solution simple était difficile à mettre en œuvre. La clause n'offrait aucun réconfort, seulement de la clarté. Elle ne laissait aucune place au sentiment ni à l'arbitraire. Cela la rend juridiquement solide, mais humainement complexe. Toutes les personnes concernées doivent de prendre position, et les positions se radicalisent lorsqu'elles ne sont pas débattues. Je me suis demandé si ce document avait jamais été conçu pour être lu ainsi à travers le prisme du conflit et de l'aliénation. Peut-être avait-il été écrit dans l'espoir qu'il ne serait jamais nécessaire, que sa simple existence suffirait à donner une orientation sans qu'il soit besoin de l'appliquer. Mais les documents ne connaissent pas l'espoir, ils ne connaissent que l'application. Dès qu'on les ouvre, ils exigent toute notre attention. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la solitude inhérente à de telles décisions. Quiconque fixe des conditions pour l'après-mort ne peut jamais en expliquer les raisons. Le texte doit parler de lui-même. De ce fait, chaque lecture est à la fois définitive et incomplète. C'est un dialogue silencieux qui ne trouvera jamais de conclusion. Et c'est précisément ce caractère inachevé qui confère à la clause toute sa charge émotionnelle. En terminant ce chapitre, il m'est apparu clairement que cette clause portait moins sur la propriété que sur une orientation, sur la volonté de préserver des valeurs dans un monde en perpétuelle mutation. La réussite de cette entreprise ne dépend pas du texte lui-même, mais de la volonté des vivants de le prendre au sérieux. Et cette volonté est mise à rude épreuve lorsque les émotions sont exacerbées. La question qui me préoccupe ici, et qui conduit inévitablement à la section suivante, est la suivante. Lorsque quelqu'un fixe des conditions pour l'avenir par souci du bien commun, qui porte alors la responsabilité de traduire ce souci en action juste dans le présent. Une fois les implications de cette clause éclaircies, mon attention s'est portée sur une figure qui ne pouvait ignorer cette découverte, Charles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la position dans laquelle il s'est soudainement retrouvé. Non plus en tant que monarque ni en tant que symbole de continuité, mais en tant que père. En théorie, ces rôles sont dissociables. En pratique, ils ne le sont pas. La clause l'obligeait à endosser les deux simultanément sans pouvoir se retrancher derrière des procédures. J'ai imaginé ce que ce moment de prise de conscience avait dû être. Ni bruyant, ni dramatique, mais pesant. Une pesanteur qui s'installe lentement et ne disparaît jamais. Charles hérita non seulement d'une couronne, mais aussi d'un dilemme moral que sa mère avait délibérément repoussé.
non par paresse, mais par réalisme. Elle savait sans doute que lui seul, avec sa double fonction, aurait à affronter ce choix. Cette prise de conscience rendait sa situation à la fois unique et insupportable. Ce qui rendait cette phase si complexe, c'était l'absence de choix neutre. Chaque décision serait interprétée comme une prise de position. Maintenir cette position revenait à confirmer la distance. L'affaiblir, c'était compromettre l'esprit de l'héritage. Le retarder serait perçu comme un signe de faiblesse. Charles était confronté à un dilemme où devoir et empathie n'étaient pas complémentaires mais s'excluaient mutuellement. Et face à cette tension, il devait agir non pas en tant qu'individu mais en tant qu'institution. J'ai constaté que mon attention se portait de plus en plus sur la manière dont Charles a toujours cherché à gouverner moins conflictuel, plus axé sur le dialogue. Il s'est forgé par l'attente, l'observation et la recherche d'un équilibre. Or, ce document laissait peu de place à l'équilibre. Il appelait à l'interprétation, mais non au compromis. Le texte était clair dans ses termes, mais muet sur sa mise en œuvre. Il lui fallait désormais combler ce vide. Ce qui m'intriguait le plus, c'était la question de savoir jusqu'où s'étendaient ses instincts paternels. Pouvait-il lire un texte de loi sans penser aux fils concernés? Ou était-ce tout simplement impossible? Dans les familles où pouvoir et amour se confondent, chaque décision devient personnelle, même formelle. J'imaginais les souvenirs surgir des moments de proximité, de distance, d'espoir, de guérison. Ces souvenirs rendent toute réflexion rationnelle quasi impossible. Dans le même temps, Charles ne pouvait se permettre un choix purement émotionnel. En tant que roi, il incarnait la continuité. Tout écart par rapport aux intentions établies soulevait des questions de fiabilité et de précédent. Ce qui est aujourd'hui adopté par empathie pouvait être récupéré demain par opportunisme. Cette prise de conscience rendait chaque décision plus difficile. Il ne s'agissait pas seulement d'un fils, mais de la crédibilité du système dans son ensemble. J'ai commencé à comprendre pourquoi cette phase était caractérisée par le silence. Non par évitement, mais par nécessité. Charles devait gagner du temps non pas pour rester les bras croisés, mais pour comprendre le sens de l'action. Dans un monde qui exige des réactions immédiates, la réflexion est souvent perçue comme une faiblesse. Mais ici, elle semblait être la seule attitude responsable. Quiconque décide trop vite ne laisse aucune place aux conséquences qui en découlent inévitablement. Ce qui me préoccupait également, c'était la façon dont cette décision serait inévitablement interprétée publiquement. Quel que soit son choix, il serait filtré par les récits existants de distance, de conflit et de réconciliation. Cela rend l'honnêteté quasi impossible. Car l'honnêteté est alors mesurée non pas par l'intention mais par le cadrage. Et le cadrage est en grande partie hors de notre contrôle. J'y ai vu une leçon plus profonde sur le leadership. Le véritable pouvoir ne se révèle pas dans la facilité mais dans la confrontation à des dilemmes insurmontables. Charles était confronté à un choix qui ne rendait justice à personne. Il devait donc choisir le niveau de préjudice qu'il était prêt à accepter. Et c'est une forme de responsabilité rarement reconnue mais toujours ressentie. En terminant ce chapitre, j'ai senti la tension se déplacer du document à la personne. La clause n'était plus un instrument juridique abstrait, mais un miroir qui obligeait Charles à redéfinir son rôle. Non plus comme héritier d'une tradition, mais comme gardien d'un équilibre moral constamment menacé de basculement. La question qui n'a cessé de me guider ici et qui conduit inévitablement à la section suivante est la suivante. Lorsque le devoir et la paternité s'exclusent mutuellement, quel choix définit qui vous êtes vraiment ? Lorsque j'ai tenté d'anticiper les conséquences pour Harry lui-même, j'ai constaté un nouveau changement de ton dans le récit. Jusqu'alors, tout tournait autour de documents d'intention et de devoir. Désormais, l'impact retombait sur celui qui avait eu le moins d'influence sur leur élaboration, mais qui en ressentirait le plus profondément les conséquences. Ce qui m'a frappé, c'est que cette clause confrontait Harry non seulement à des obligations légales, mais aussi à un choix existentiel quant à l'identité qu'il souhaitait construire par rapport à son passé. J'ai imaginé ce que ce serait de découvrir que son avenir est en partie déterminé par quelqu'un qu'on ne peut plus contredire ni rassurer. Cela crée un vide où l'interprétation devient primordiale. Chaque phrase peut être lue comme une invitation ou un refus. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend la situation si difficile. Harry devrait peser non seulement ce qu'il peut faire légalement, mais aussi ce qu'il est moralement prêt à accepter. Ce qui a rendu cette période si particulière à mes yeux, c'est la tension entre autonomie et attachement. Harry a consacré une grande partie de sa vie d'adulte à l'autodétermination. Prendre ses distances lui permettait de reprendre le contrôle de son propre récit. Mais cette clause le replongeait dans un cadre qu'il croyait avoir abandonné, non par contrainte mais par héritage. C'est peut-être la forme d'attachement la plus complexe, on ne peut y échapper sans laisser derrière soi quelque chose de précieux. Je me suis demandé comment cette découverte avait été perçue par sa famille.
Des décisions qui semblaient autrefois personnelles avaient soudain des conséquences institutionnelles. Que signifie reconsidérer ses choix lorsqu'ils affectent non seulement soi-même mais aussi son conjoint et ses enfants? Cette clause a de nouveau exposé sa vie privée au grand jour même indirectement. Cela a dû lui donner l'impression d'un retour en arrière dans un combat qu'il pensait avoir gagné. Dans le même temps, j'y ai perçu une opportunité de réorientation. Pour la première fois depuis longtemps, Harry était confronté à une invitation explicite à la réflexion formulée sans filtre médiatique ni conseillé. Un message d'une autre époque, mais d'une actualité brûlante. La question n'était pas comment réagir, mais que révèle ma réaction sur moi? J'ai commencé à comprendre que cette clause n'avait pas pour but de contraindre un comportement, mais de rendre le choix visible. En posant des conditions, la liberté n'était pas abolie mais explicitée. On peut choisir, mais chaque choix a un prix. C'est une dure réalité, mais aussi une approche mûre. En ce sens, ce moment ressemblait à une épreuve imposée non par le présent, mais par le passé. Ce qui m'inquiétait aussi, c'était la difficulté de faire de tels choix sous la pression publique. Chaque décision d'Harry serait interprétée comme une confirmation des récits existants. Un retour serait perçu comme une capitulation, un refus comme de l'ingratitude. Dans un tel contexte, agir avec authenticité était quasiment impossible. On agit toujours en fonction d'attentes qu'on n'a pas choisies, mais qui déterminent néanmoins la façon dont on est aperçu. J'ai aussi songé à l'héritage émotionnel que cela a laissé. Pas seulement la possession, mais un espoir inavoué. La clause portait l'empreinte d'un désir de lien aussi conditionnel fut-il. Difficile dès lors de l'ignorer. On peut contester des textes de loi, mais on ne peut rationaliser l'intention qui les sous-tend sans s'endurcir soi-même. Et s'endurcir a toujours un prix. Ce qui a rendu cette phase décisive pour moi, c'est la prise de conscience qu'aucune issue ne serait véritablement libératrice. Quel que soit le choix d'Harry, une chose sera close et une autre ouverte. C'est là le drame des décisions d'adultes, elles apportent de la clarté, mais pas de soulagement. C'est peut-être aussi le cœur de cette clause. Elle impose la maturité non par la punition, mais en rendant les conséquences visibles. Je m'attardais sur l'idée que ce moment, aussi douloureux fût-il, pouvait ouvrir la voie à l'honnêteté. Non pas extérieure, mais intérieure. L'honnêteté de reconnaître ce qui a été perdu et ce qui peut-être encore être restauré. Mais la guérison prend du temps et le temps est précieux quand les documents parlent et que le silence est interprété comme une stratégie. À la fin de ce chapitre, je n'ai pas ressenti de jugement, mais de l'empathie. De l'empathie pour une personne contrainte de faire un choix que personne d'autre ne peut faire à sa place. Et de l'empathie pour un système qui tente de guider sans contrainte. La réussite de cette démarche ne dépend pas du texte lui-même, mais de notre volonté de le lire, non comme un ultimatum, mais comme un miroir. La question qui continue de me guider jusqu'à cette étape finale est la suivante: lorsque la liberté était confrontée à des conditions diminue-t-elle ou devient-elle enfin visible? En reconstituant le puzzle, j'ai compris que cette clause cachée concernait moins l'argent ou l'héritage que la direction à prendre. Une direction pour une famille en quête de sens depuis des années et une direction pour une monarchie qui tente de conserver son influence dans un monde de plus en plus réticent à considérer le pouvoir comme acquis. Ce qui a été révélé m'a semblé être une ultime tentative pour mettre de l'ordre dans une histoire qui s'était progressivement désagrégée. J'ai compris que cette découverte dépassait inévitablement le cadre d'Harry. Chaque application, chaque interprétation créerait un précédent. Pour les frères, pour les générations futures, pour quiconque s'interroge sur la limite entre liberté individuelle et responsabilité institutionnelle. Cela confère à cette clause une portée qui dépasse le simple conflit. Elle est devenue une épreuve pour le système lui-même. Peut-il être cohérent sans devenir cruel et humain, sans saper ses propres fondements? Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la façon dont ce moment oblige la monarchie à se remettre en question, non pas par des cérémonies mais par des choix. À une époque où la confiance n'est plus acquise d'office, la cohérence prime sur le symbolisme. Lorsque des conditions sont fixées, elles doivent être appliquées équitablement. Lorsque des exceptions sont faites, elles doivent être justifiées de manière convaincante. Tout autre comportement est perçu comme arbitraire, et l'arbitraire est fatal à la légitimité. J'ai commencé à comprendre que cette situation offrait aussi une opportunité aussi paradoxale que cela puisse paraître, celle de démontrer que l'héritage n'est pas figé, mais qu'il peut être guidé par des valeurs morales. Que les legs ne se contentent pas de consigner le passé, mais transmettent également des valeurs. Si cette clause est envisagée comme une ligne directrice plutôt que comme une sanction, elle peut servir de point d'ancrage moral plutôt que de source de discorde. Mais cela exige de la prudence, de la nuance et surtout du courage. Pour Charles, cela signifie une ombre durable sur son règne. Non pas parce qu'il échoue, mais parce qu'il doit assumer les conséquences des actes d'autrui. Ses décisions seront perçues comme la définition même de son leadership. Ce ne sont pas ses paroles, mais ses actes qui détermineront la façon dont on se souviendra de lui. C'est un lourd fardeau certes, mais aussi inévitable. Le leadership commence souvent là où s'arrête le confort.
Pour Harry, l'avenir reste ouvert mais non sans limite. Quel que soit son choix, il ne s'agira pas d'une simple décision personnelle, mais d'un acte qui aura une portée publique. C'est injuste, mais inévitable dans une vie qui a toujours été symbolique. La question n'est pas de savoir s'il peut échapper à ce symbole, mais s'il peut le redéfinir selon ses propres termes dans le cadre désormais explicitement établi. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de place qu'offre une simple réconciliation. On peut interpréter les documents, mais pas les émotions. La confiance brisée ne se répare pas par des clauses ou des signatures. Pourtant, ces textes peuvent constituer un point de départ, précisément parce qu'ils clarifient un contexte où l'ambiguïté a trop longtemps prévalu. La clarté est parfois difficile à accepter, mais l'ambiguïté cause souvent davantage de dégâts à long terme. Je n'arrêtais pas de réfléchir à la portée de cette question. Dans chaque famille influente, dans chaque institution, il existe des règles tacites, des attentes implicites, des limites non formulées. La différence ici, c'est que ces règles ont été écrites. Elles deviennent ainsi visibles, sujettes à discussion et en fin de compte vérifiables. C'est peut-être là le véritable héritage de cette clause, non pas ce qu'elle impose, mais ce qu'elle révèle. À la fin de cette histoire, je n'ai pas ressenti d'excitation, mais une gravité. La gravité des choix qu'on ne peut reporter, des responsabilités qu'on ne peut déléguer. Ce n'est pas une fin, mais une transition. Un moment où passé et futur se rejoignent, où se prennent des décisions qui auront des répercussions pendant des années. La question que je souhaite laisser en suspens et qui dépasse le cadre de cette seule famille est la suivante: lorsque l'héritage change de direction, qui a l'obligation de faire en sorte que cette direction soit humaine et juste,